On est de retour à Entre-Ville et Monde avec notre invitée Marie-Hélène Van der Missen, professeure au département de géographie de l'Université Laval. Et on jase d'aménagement urbain et du lien aussi avec les transports. Puis, une question qui m'est venue pendant la pause. Ah, vouliez-vous embarquer? Vouliez-vous... je ne veux pas vous interrompre. Une question qui me venait pendant la pause. Et si on continuait de la même façon qu'on a fait dans les années 60, 70, 80 et qu'on continuait les grands projets autoroutiers à Québec avec un troisième lien, un quatrième lien et d'un autre côté, ici on investissait plutôt dans le transport en commun avec le projet de tramway, on pourrait peut-être faire mieux aussi en transport en commun, mais quels sont les avantages, désavantages d'une vision ou d'une autre? Mais ce qui nous semble clair, en tout cas à plusieurs personnes en mobilité urbaine, c'est que continuer à développer le réseau autoroutier, surtout en milieu urbain, ça ne réglera pas les problèmes de congestion. Donc, ça va augmenter la circulation automobile, augmenter les déplacements. Ça va modifier aussi l'utilisation du territoire de part et d'autre de ce fameux troisième lien. Donc, on peut penser sur la rive sud, mais aussi sur la rive nord. Ça va avoir des impacts. Chaque fois qu'on modifie l'accessibilité en deux territoires, ben, on va changer l'utilisation du sol. Donc, il va y avoir du développement, de l'étalement urbain qui va se poursuivre, de l'étalement commercial. Est-ce que ça va être du développement? Il y a certaines personnes qui parlent de développement économique, d'autres qui parlent plus d'étalement. On va simplement déplacer des acteurs économiques actuels qui sont sur la rive nord. On va les envoyer, ils vont se déplacer sur la rive sud. Bref, ça va... OK. C'est comme étendre la richesse un peu. C'est pas vraiment créer de la nouvelle richesse. Est-ce que ça va vraiment créer de la nouvelle richesse? C'est ça la question. Bon, peut-être qu'en termes de taxes foncières, oui, mais en même temps, il faut desservir ces nouveaux secteurs urbanisés. Ça prend des infrastructures d'aqueducs, d'écoles. Bref, il faut... C'est pas juste un gain, là, il faut fournir des infrastructures, ça coûte cher aussi, donc ces gains-là, ces éléments-là ne sont pas forcément pris en compte. Il y a un coût clair. Ah oui, il y a un coût environnemental, un coût en termes d'utilisation du sol énorme, puis la circulation va continuer à croître parce qu'on met de l'espace. OK, les automobiles, je veux dire, les personnes qui actuellement se retiennent d'aller vivre sur la rive sud parce que, bon, c'est compliqué, les ponts, trafic. Mais dès qu'on va voir ce fameux troisième lien-là, c'est comme un signal pour dire, OK, on peut aller s'installer à Saint-Michel-de-Bellechasse ou, je sais pas trop, à Beaumont, et ça va être facile, le troisième lien. Donc, cette retenue que certains ménages ont n'existera plus. Les gens vont... L'étalement urbain va reprendre de plus belle. Ça va sûrement donner une espèce de... Un nouveau départ, le terme est peut-être mal choisi, mais un nouvel élan à l'étalement urbain qu'on essaie de, tant bien que mal, de restreindre depuis ces dernières années, de contrôler, en fait, parce que, justement, il y a des coûts terribles, des coûts environnementaux, mais des coûts sociaux aussi. Donc, continuer comme ça, c'est le choix que certaines villes aux États-Unis ont fait, de construire encore d'élargir des autoroutes, puis plus de trafic, plus de congestion, plus d'étalement. Mais au bout du compte, c'est... On n'efface pas les problèmes, là. On en crée des nouveaux. On en crée des nouveaux. Je veux dire, le sol qui est utilisé pour le réseau autoroutier, c'est du sol qui est perdu. Puis on imagine sur la rive sud, c'est quand même encore des bonnes terres agricoles. Donc il y a toutes ces questions-là, tous les impacts. Puis si on mettait ces sommes-là, les mêmes sommes, sur le développement d'un réseau structurant de transport en commun, je pense qu'on n'annulerait pas la congestion complètement. Il y en aura toujours, mais je veux dire, on la contrôlerait, puis on donnerait le choix à beaucoup de ménages, et pas juste dans les quartiers centraux. Avec ces sommes-là, on pourrait desservir beaucoup mieux les banlieues. Donc, donner du choix, des alternatives aux ménages, de ne pas être obligé de toujours utiliser leur automobile. Donc, si on pouvait, mais on peut rêver, hein, mais... je pense que le gain pour tout le monde serait majeur avec un investissement en transport collectif, alors que si on poursuit vers, par exemple, le troisième lien, le développement des autoroutes et l'augmentation de la circulation automobile, ça va être quelques personnes, des individus qui vont peut-être améliorer un peu leurs conditions à court terme, mais c'est toute la collectivité qui va payer pour les impacts, pour les effets négatifs de tout ça. Donc,
en termes de collectivité, c'est gagnant d'investir dans le transport en commun, je pense. Et la mobilité active, bien sûr, aussi. Là. Puis ça, c'est quelque chose qui est vraiment... Ça me surprend comment c'est mal compris qu'un troisième lien va empirer la congestion dans la région de Québec. Ouais. On vend ça comme une idée parce qu'il y a trop de congestion sur les ponts, il faut un troisième lien. Mais à court terme, on voit l'impact positif. Peut-être entre les deux rives, ça se peut qu'il y aura moins de congestion entre les deux rives pendant quelques années. Avant, comme vous dites, il y a assez de monde qui choisit de s'installer dans la rive sud pour travailler à Québec. Mais immédiatement, dès l'ouverture du troisième lien, il y aura plus de congestion à Québec, par exemple, et aussi sur la rive sud. Donc, entre les rives, oui, pendant une période, quelques années, statistiquement, je pense que ça prend en moyenne 5 ans avant qu'on ait le même, comme avec un élargissement d'autoroute, ça prend 5 ans avant qu'on ait le même niveau de congestion qu'avant l'élargissement. Mais tout de suite sur le reste du réseau, c'est pire. Oui. Oui, Et donc, c'est quoi là? Il y a aucun argument pour le troisième lien, finalement. Ils essaient de vendre ça maintenant avec une idée de sécurité. Que, OK, si les deux ponts, il y a un problème avec les camions, comment est-ce qu'on va transporter les biens par camion à Québec? C'est une assurance. Une genre d'assurance. Mais c'est pas sérieux. Il y a déjà deux ponts entre les deux rives. Et effectivement, on pourrait peut-être les entretenir et s'en occuper mieux. Puis, l'argument de la sécurité économique, moi, ça m'a toujours un peu surpris. C'est comme si on construisait un deuxième aéroport au cas où le premier, je sais pas moi, s'effondrerait ou brûlerait, je sais pas trop. C'est une sécurité qui coûte très cher, vraiment. Là, je veux dire, on peut tous payer cette sécurité-là. Je veux dire, c'est pas, ça me semble pas vraiment raisonnable, surtout avec tous les coûts, toutes les externalités négatives que ça va entraîner. Mais ça, c'est difficile à compter. Puis c'est pas vendeur. C'est bon. Alors je pense que je suis pas la seule non plus à me prononcer sur ces questions-là. Puis il y a une certaine unanimité en termes d'experts, disons, en transport ou de professeurs en transport pour dire que ça n'a jamais fonctionné quand on élargit des autoroutes en milieu urbain, quand on en ajoute, ça n'a jamais réglé le problème de congestion. Ça fait juste empirer, effectivement. C'est pas... Ouais, puis ça, c'est quelque chose qui est compris. Je me souviens, je pense que c'était le Journal de Québec qui avait demandé au grand public s'il y a des experts en mobilité qui peuvent dire que le troisième lien va améliorer la circulation, va réduire la congestion. Il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas d'expert qui a voulu signer son nom à côté de ça. Ah, exactement, hey, ça c'est pas... Au contraire, avec le tramway. Avec un tramway, ça, on sait, le développement du transport collectif. Et encore une fois, c'est comme c'est côté comme marketing de ces projets, c'est que quelqu'un, même si tu restes à Charlesbourg ou tu restes à Saint-Augustin, tu vas jamais prendre le tramway, disons, ça va améliorer la congestion, ça va améliorer ta vie, ça va couper le nombre de véhicules sur la route, etc. C'est ça un projet qui peut répondre à ces enjeux. Et en plus, voilà, ça permet à tout ce beau monde qui va vivre avec le transport collectif de vivre comme pleinement, vivre leur vie par transport collectif. Et avoir accès à tous les services, aux principaux services, aux principaux lieux d'emploi, aux principaux lieux de commerce, et tout ça en tramway. Puis, je veux dire, c'est pas impossible de penser qu'un jour, les banlieues comme Saint-Augustin ou Charlesbourg, oui, mais Saint-Augustin ou au-delà, soient reliées par le tramway. Aussi, mais ça se fait par étapes. Puis, en tout cas, pour le moment, on est mal parti, disons, là, mais c'est un peu le plan. Une fois que l'ossature est faite au centre, que ça marche au centre, on continue à le développer. Mais je pense que le transport en commun, même si on met Montréal là-dedans, il y a quand même eu un sous-investissement dans les dernières années. Il y a eu la construction du métro à la fin des années 60, mais après, ça a pris du temps avant qu'il y ait d'autres investissements. Puis là, tout ce qu'on entend, c'est que les infrastructures tombent en ruine un peu partout, puis qu'il y a un sous-investissement. Donc, puis je disais récemment que 70% du budget du ministère des Transports va
aux infrastructures routières et autoroutières, donc à l'automobile, puis 30% au transport en commun. Puis en Ontario, c'est l'inverse. Ah oui. C'est 30% aux autoroutes puis aux automobiles, puis 70% en transport en commun. Donc, on est vraiment loin de... Puis l'Ontario, c'est pas... on parle pas de la Suisse ou des Pays-Bas, là. C'est la province voisine, là. Fait il y a comme des choix qui ont été faits, puis c'est... Voilà. Et on est vraiment dans une culture de l'automobile et c'est vraiment difficile de s'en sortir. Malgré, oui, c'est vrai, les avantages, je pense qu'on peut pas nier ça. On est tous d'accord que c'est pratique, mais voilà, il y a des moments dans la journée où c'est peut-être pas le meilleur moyen de transport. Là. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un élément qu'on parle pas assez souvent, c'est que investir... mettre de l'argent dans le transport en commun, ça peut être un investissement. Parce que se déplacer, habituellement, c'est pas un besoin. Hein? C'est pour combler un besoin qu'on se déplace. Donc, tout le monde, on a besoin d'aller au travail ou on a besoin d'aller chercher des biens ou aller voir nos proches. Donc, se déplacer en tant que tel, il faut qu'on le fasse, tout simplement, pour faire ce qu'on veut faire. Mais il y a un coût qui est rattaché à ça. Il y a un coût individuel et il y a un coût collectif qui sont majeurs. Puis rapidement, avec l'auto, on le sait, là, la possession de l'automobile, l'essence, ça, c'est toutes des externalités parce qu'en plus, le Québec, on envoie beaucoup de cet argent-là à l'extérieur parce qu'on ne produit pas de pétrole, on ne produit pas d'auto. Donc, ça coûte extrêmement cher, plutôt qu'on peut facilement rire, parce que c'est risible parfois de voir des cyclistes prendre leur vélo puis faire un 10 minutes pour aller travailler et mentionner à quel point la piste cyclable prend de l'espace dans notre déplacement, nuit à moi, automobiliste. Mais en même temps, lui, il n'a pas coûté très cher à la société, puis il n'a pas coûté très cher à ses poches. Puis si il a économisé, il peut mettre son argent ailleurs. Oui. Donc, voulez-vous renchérir là-dessus? Mais on n'en parle pas assez de comment ça coûte cher un déplacement. Effectivement. Puis, en fait, les déplacements automobiles sont subventionnés lourdement par l'État. Beaucoup plus que les déplacements en transport collectif. Quand on pense à toutes les infrastructures, les routes, l'entretien, les millions, les milliards qui sont investis là-dedans, l'automobiliste, bon oui, il achète son auto, il paye son permis, ses assurances, il met le carburant, mais il n'y a pas de taxe à l'utilisation. Puis le cycliste, il paye, si c'est un travailleur de 40 ans qui se déplace en vélo, il va payer avec... Toutes choses étant égales par ailleurs pour sa situation économique et familiale, il va payer le même impôt que la personne qui circule en automobile, mais à la limite, lui, il en profite pas qu'il en profite pas, mais je veux dire, le cycliste subventionne le mode de transport du gars qui roule à côté de lui en SUV. Tout le monde fait ça, exactement. C'est pas juste les automobilistes qui payent les routes. Exactement, tout le monde. Donc, et ça a été démontré par, je pense, c'est mon collègue Jean-Philippe Méloche à l'Université de Montréal, où il comparait les coûts. Puis effectivement, c'est impressionnant de voir à quel point le transport par automobile est subventionné. Je veux dire, par l'ensemble de la population, comparativement aux autres modes de transport. Il y a vraiment... Même des choses, on ne pense pas, comme la police. Une bonne partie du travail de la police, c'est de surveiller les routes. Et voilà, c'est pour garder ça sécuritaire. Je pensais que c'était rentable, ça. Ils donnent des tickets là, pour... Non? Mais non, je pense pas que c'est rentable. Ils ont des quotas apparemment, mais je pense pas que... Les photos radars, c'est rentable, ça, par exemple. Photos radars, oui, sûrement. Pour le ministère des Transports. Il faudra en mettre plus là, pour balancer. Ah, je sais pas. On va en mettre ces pistes cyclables aussi, hein? On va en mettre partout. Ouais. mais même, c'est ça c'est une subvention le réseau de santé, le réseau d'urgence qui gère beaucoup d'accidentés. Des gens, souvent, il y a au Québec, je pense autour de 10 blessés graves par jour en moyenne. C'est énorme. Donc, ce sont des gens qui doivent être amenés à l'hôpital, doivent être traités à l'urgence, doivent rester là. Ça coûte extrêmement cher. La pollution, évidemment, aussi, qui est une cause de décès importante pour des personnes âgées, cause de maladie pour beaucoup de gens. Le déneigement, l'entretien des routes, etc., etc., etc. Mais tout ça, ce sont des coûts qui sont pris en charge par la collectivité, pas par l'individu qui se promène dans son véhicule,
pas indirectement, en partie par les impôts, mais c'est des coûts cachés. On parle justement d'externalités négatives parce qu'il y a personne qui reçoit une facture en disant, bon, vous devez payer pour... bon, avec la taxe sur le carbone, ça ressemble un peu à ça, mais c'est pas complet. Mais je veux dire, personne, c'est ça, reçoit un état de compte en disant, ben là, il y a eu tant de morts cette année au Québec, donc vous allez payer tant, il y a eu tant de pollution. Et c'est vrai que c'est difficile aussi de mettre des chiffres là-dessus, puis... Mais oui, il y a un coût terrible. Puis effectivement, les accidents, les blessés, c'est un coût en plus de tout le reste. Là. On l'oublie souvent, là, mais c'est un coût énorme. Ouais. Puis en plus, ça coûte cher à l'individu. Oui, un ménage, pas manège, mais un ménage au Québec dépense plus sur le transport, c'est-à-dire la voiture, que sur l'alimentation. C'est le deuxième coût après le logement. Effectivement. Ouais. Donc, imagine ça, 10 000 en moyenne par année pour une voiture. Oui, donc, un ménage de 2 voitures, c'est 20 000. Oui, puis une fois que c'est compté sur une longue période, sur de nombreuses années, ce qui peut sembler moins cher pour un couple d'aller s'installer en banlieue parce que, bon, le logement est moins cher. Là, acheter une maison, acheter un terrain, c'est beaucoup moins cher, mais avec le temps, ils perdent de l'argent. Là, c'est pas rentable. Là. Bon. Et ça conclut notre émission. Pour faire de l'argent, c'est ça, il faut s'acheter un vélo. C'est ça notre conclusion. Peut-être. Donc, merci. C'était Entre Ville et Monde. C'était Sébastien et David au micro, Marcella à la technique. Merci à notre invitée, Marie-Hélène Van der Smissen. Merci beaucoup pour votre présence. Très agréable. Professeure au département de géographie de l'Université Laval. Merci à vous pour votre écoute. J'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez trouver notre balado sur le site de CKIA 88.3 FM. Nous avons un courriel, une page Facebook. Écrivez-nous, partagez vos commentaires et suggestions et au plaisir de vous revoir.